Salut à tous les BG, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous raconter l'histoire d'un homme. Un peu comme j'avais fait il y a quelques mois avec la vidéo sur Rudy Kurniawan, le fameux faussaire de vin. Sauf qu'aujourd'hui, l'histoire que je vais vous raconter, peut-être que vous la connaissez déjà, mais pas entièrement. Vous l'aurez vu dans le titre, je vais vous raconter l'histoire du loup de Wall Street. Mais pas celle que l'on connaît avec le film qui est sorti où l'acteur principal c'est Leonardo DiCaprio, mais celle du véritable loup de Wall Street. Puisque oui, si vous ne le saviez pas, le loup de Wall Street est inspiré d'une histoire vraie. Donc c'est parti les amis, nous allons voir ensemble l'histoire de cet homme. Pour commencer, voilà son véritable nom. Jordan Belfort. Il est né le 9 juillet 1962 et il a grandi à New York et plus précisément dans le Bronx. Un quartier assez mal réputé puisque là-bas règnent les guerres de gangs qui se disputent les territoires de vente de drogue. Il a donc grandi dans une famille assez modeste et ses deux parents avaient le même métier. Tous les deux étaient comptables. Donc voilà, il a grandi dans un contexte où il pouvait peut-être entendre parler d'argent ou d'économie en général. Justement, en parlant de ses parents, ils ont voulu préserver la jeunesse de leurs enfants. Donc ils ont quitté le Bronx et ils sont partis s'installer dans un coin un peu plus calme. Toujours dans New York, ils sont partis dans le Queens et plus précisément à Bayside. Là-bas, c'était un peu moins la misère, c'était plus un lieu où résidait la middle class américaine. Mais toujours étant que Jordan Belfort est un enfant particulier. Alors qu'il est encore très jeune, il fait des crises d'angoisse et dort peu. Il est rempli de complexes et notamment sur ses origines. Il est juif et il en a un peu honte puisque les personnes qui ont du pouvoir à New York sont les WASP, c'est-à-dire les bourgeois protestants. Et Jordan envie ces personnes. Il aimerait avoir le même cadre de vie. Vivre dans le luxe, les belles voitures, les belles maisons, c'est ce qu'il fait rêver. Et il va très vite éprouver son désir d'ascension. En 1978, alors qu'il est seulement âgé de 16 ans, il se balade sur la plage de John S. Beach Island avec un groupe d'amis. Et il a une petite idée. En voyant tout le monde sur cette plage, il se dit pourquoi il se mettrait pas à vendre des glaces. Le lendemain, il achète une glacière qu'il va remplir de glace et de friandises comme des sneakers ou des Milky Way. Tout ça pour environ une vingtaine de dollars. Il va sur la plage seul et il fait comme on pourrait dire ici le vendeur de chouchous. Et en seulement une heure, il a tout vendu. Et il a réussi à se faire 125 dollars. Soit un bénéfice de 100 dollars. Il est important de rappeler une chose ici, c'est qu'on est dans les années 1970 et que le salaire minimum à New York, il était de 1,20$. On peut clairement dire que sa petite affaire, elle était très lucrative. Devinez ce qu'il va faire. Le surlendemain, il va revenir, mais cette fois-ci avec 4 glacières remplies. Il se fait environ 400 dollars et c'est pas fini. Il va donc demander à ses amis de travailler pour lui et ça tout l'été. C'était ici le premier business de Jordan Belfort. Et en 2 mois, il a réussi, alors qu'il était âgé de seulement 16 ans, à se faire 20 000 dollars. En 1980, Jordan Belfort va quitter l'appartement familial et il va se servir de ses petites économies pour aller faire des études. Il va s'inscrire au Baltimore College Dental Surgery, une école donc pour devenir chirurgien dentiste. Mais en réalité ici, c'était plus le rêve que voulait sa mère pour lui, c'est-à-dire un métier d'avenir où l'on gagnait bien sa vie. Mais rien ne va se passer comme prévu. Le premier jour de cours, le doyen de l'école va donner un discours inaugural. Et dans ce discours, il va dire la chose suivante, que l'âge d'or des dentistes est terminé. C'est un peu bizarre, mais Jordan Belfort va bien retenir cette phrase. Et il va se dire, mais alors qu'est-ce que je fais là? Et il va quitter la salle et il ne va plus remettre les pieds dans cette université. On avance un petit peu dans le temps, on est en 1983, Jordan Belfort a 20 ans et il a toujours 0 diplôme. C'est alors qu'il va revenir sur ce qu'il sait faire. La vente. Il va se faire embaucher dans une entreprise qui vend de la viande surgelée et des fruits de mer. Il va parcourir New York dans un camion et va vendre ses marchandises. Et très rapidement, il va devenir le meilleur vendeur de la société. Il voit qu'il se débrouille très bien, mais il veut toujours plus d'argent. Alors ce qu'il va faire, c'est qu'il va quitter l'entreprise où il est et ouvrir la sienne avec un ami à lui. Il débute donc avec un seul camion pour faire ses ventes. Mais très rapidement, il va se retrouver avec 26 camions. Ça y est, il est devenu ce qu'il voulait être, un entrepreneur à succès. Fini les complexes d'infériorité. Il va s'acheter sa première voiture de luxe, une Porsche rouge. Il se balade avec et frime dans tout Bayside. Mais
quelque chose va rattraper Jason Belfort. En effet, il est ce qu'on appelle un mauvais payeur. Il laisse traîner ses factures impayées et très vite, il va faire un dépôt de bilan. C'est la fin de sa petite entreprise et les huissiers viennent toquer à sa porte. Ils saisissent ses biens pour pouvoir payer ses fournisseurs et ils vont saisir sa fameuse Porsche rouge. Ça va terriblement toucher Jordan Belfort. Une page est tournée pour lui. Il doit donc repartir de zéro. Et un jour, un voisin va lui conseiller d'aller dans une fameuse rue de Manhattan. Il s'agit de Wall Street, la place boursière de la ville, symbole de la puissance économique des États-Unis. Il y voit une immense opportunité de se faire de l'argent. À ce moment-là, on est en 1987, il a 24 ans et il va partir avec son plus beau costume à son premier rendez-vous pour trouver un travail à Wall Street. Il va postuler à un stage pour devenir trader dans une petite société dont le nom vous dit peut-être quelque chose, LF Rothschild, une grande banque d'investissement. Par son charisme et son savoir-faire dans la vente, Jordan Belfort va impressionner dès son entretien d'embauche ses auditeurs. Il va donc obtenir le poste et dès le lendemain, il va rejoindre la fameuse salle de la Boiler Room. Une salle remplie de traders accrochés à leur téléphone et qui crient dans tous les sens. Jamais il n'oubliera ce spectacle. Il est fascinant. Voir tous ces jeunes hommes cupides courir derrière l'argent, c'était ce dont il avait toujours rêvé. Pendant 6 mois, il va apprendre le métier. Enfin, pas vraiment. Il n'est qu'un simple connecteur. C'est-à-dire qu'il va simplement appeler les potentiels clients et puis il va les transmettre aux vrais traders. C'est un travail assez humiliant et il va subir pas mal de pression de ses supérieurs. Mais c'est pas grave, il met sa fierté de côté et en quelques mois, il va obtenir son diplôme de trader. Ça y est, il est enfin prêt à faire son entrée dans le véritable monde des traders. Mais cette fois-ci, quelque chose d'inattendu va venir mettre fin à ses rêves. Good evening. Today is Black Monday, the day the Dow dropped more than 500 points, the day the Dow dropped more than 22%. Le 19 octobre 1987, le marché financier s'écroule. La plus grosse chute jamais vue à Wall Street. LF Rothschild, la banque d'investissement dans laquelle il était, fait faillite. Il perd son travail et il n'y a plus de travail à Wall Street. Encore une fois, il va devoir repartir de zéro. Il se met donc à éplucher les journaux à la recherche d'un nouveau travail et une annonce va attirer son attention. Un poste de courtier dans une ville éloignée de Manhattan. Il s'agit d'une petite société du nom de Investor Center. Ici, on est loin de trader des grands noms de la bourse, mais plutôt des petites actions qui valent seulement quelques cents. Ces actions-là, elles sont dans le marché hors cote, donc c'est assez dérégulé, il n'y a pas de règles. Et les actions, elles sont assez manipulables. Les clients cibles de ces traders sont des retraités ou alors des personnes un peu crédules qui pensent pouvoir faire fortune en misant dans des futures grosses sociétés. La réalité, c'est que la seule personne qui va s'enrichir, c'est Jordan Belfort. Dès son premier mois, il va gagner 38 000 $. Le deuxième mois, il se fait 70 000 $. Et en une année, il va gagner 500 000 $. Ça y est, il redevient riche et il a toujours en tête l'idée de gagner du pouvoir, de prouver quelque chose au fameux WASP. Il a maintenant 26 ans. Ses techniques de vente sont redoutables. Mais, encore une fois, il en veut toujours plus. Alors il va quitter la société dans laquelle il est et va créer la sienne. Il va donc créer cette société qui vous dit peut-être quelque chose, Stratton Augment. Il va démarrer dans un garage avec un groupe d'amis à lui pour vendre encore une fois des petites actions. Mais Jordan Belfort a quelque chose derrière la tête, une idée géniale. Plutôt que de cibler les retraités, il va aller chercher les gros poissons, ceux qui peuvent investir des centaines de milliers de dollars. Il va donc s'entourer de 12 amis qu'il avait rencontrés pendant sa jeunesse à Bayside. Des personnes qui ne connaissent pas forcément grand chose du monde de la finance, mais qui ont soif d'argent. Les débuts sont un peu compliqués, mais pas question pour Jordan Belfort de revenir encore une fois à zéro. Alors il va s'acharner au travail et il va mettre en place un document, Straight Line Precision System. Il s'agit d'un guide de méthode de vente avec des phrases toutes faites que ses employés devront apprendre par cœur et répéter bêtement. Par exemple, des phrases comme « l'action va doubler »,« nous sommes très proches de la société, nous avons des informations
que nous sommes les seuls à avoir. C'est une superbe opportunité et j'ai seulement 5000 actions à vendre. Ça va partir très vite. Et même parfois, il va prendre par les sentiments ses clients quand certains vont lui répondre « D'accord, mais il faut d'abord que j'en parle avec ma femme. » Devinez ce que devaient répondre ses employés. Pourquoi faire ? Vous n'êtes pas celui qui prend les décisions à la maison? Donc voilà, des réponses assez limites et très proches de l'intimidation. Mais ça marche, et plutôt bien. En 1990, sa société connaît un succès phénoménal. En à peine un an, ils vont déménager dans des locaux bien plus grands. Ils se sont donc installés dans ces locaux, au 1979, Marcus Avenue, Long Island. En quelques années, il va réunir ici plus d'1 millier de personnes et gagner des millions de dollars. Ces recrues sont en fait de jeunes personnes qui sortent à peine de l'école. Ainsi, il va pouvoir les formater avec ses techniques de vente. Et dans les locaux, dès 6h30, le travail commence. Et Jordan Belfort, tous les matins, va donner un discours. Tel un gourou, il va motiver ses employés. Et c'est assez simple pour lui. Il va leur vendre une vie de rêve. À tous ces jeunes qui sont avides d'argent, il va leur promettre un train de vie de riche, avec des grosses soirées pour s'amuser et tout ce qui va avec. Il y avait véritablement un culte autour de lui. Les employés de Stratton Oakmont admiraient Jordan Belfort. Cependant, pour tenir le rythme de travail acharné, les jeunes traders et Jordan Belfort n'ont pas su échapper à une chose: l'appel de la drogue, et plus précisément de la cocaïne qui va les tenir éveillés et aussi du mandrax. Il s'agit d'un médicament qui permet de te faire planer en gros. Ils n'avaient pas forcément le temps de se reposer et c'est un petit peu ce qui les aidait. Mais une chose qui est folle, c'est que les dealers venaient directement livrer les employés dans leur bureau, comme si c'était normal. Et c'est pas tout, il n'y a pas que la drogue et l'argent qui venaient motiver les salariés, il y a aussi le sexe. Jordan Belfort organisait des soirées avec des prostituées avec ses employés le jour où il signait des gros contrats, ou alors pour des introductions en bourse. L'ambiance au sein de la société était complètement démesurée. Mais Jordan Belfort y cache bien son jeu. En réalité, derrière ses discours et ses soirées organisées, il manipulait ses employés. Il l'a avoué plus tard lui-même. En effet, il voulait inculquer à ses employés un train de vie où ils dépensent sans compter. Il leur montre alors le chemin en vivant une vie de luxe. Il achète des grosses propriétés, des grosses voitures de luxe, un hélicoptère et même un yacht. Et comme ses employés l'avaient tous pour modèle, ils faisaient pareil. Et ils dépensaient leur argent sans compter. Ce qui fait qu'ils devaient se la donner au travail pour pouvoir suivre les dépenses. Alors, ils finissent par avoir des fins de mois difficiles en gagnant 1 million de dollars par an. Jordan Belfort est encore bien plus malin qu'on ne pourrait le penser. Mais en 1991, un magazine référence dans le milieu de la finance du nom de Forbes va sortir un article sur Jordan Belfort. C'est un article assez négatif. Ils vont très clairement mettre en avant les agissements de Stratton Oakmont, le fait qu'il profite d'investisseurs crédules pour vendre des actions bidons. Mais cette fois-ci, ça ne va pas refroidir Jordan Belfort. Bien au contraire, il va mettre en place une nouvelle stratégie, nommée Pump and Dump. C'est simple, il va faire augmenter artificiellement le prix d'une action pour ensuite pouvoir les revendre au prix fort. Et je vais rapidement vous montrer un exemple avec la société Steve Madden. C'est une petite marque de chaussures à la mode dans les années 1990 et il veut en posséder 50% du capital. Il avait eu un bon filon et il savait que l'entreprise allait bientôt faire son entrée en bourse. Légalement, sa société, Stratton Oakmont, n'a pas le droit de posséder autant de parts. Donc ce qu'il va faire avec des amis à lui, c'est qu'il va créer des sociétés écrans. Ce qu'il va faire est illégal, mais s'il le fait, c'est pour pouvoir échapper à la police de la bourse aux États-Unis, le SEC, Securities and Exchange Commission. Donc, le jour de l'introduction en bourse de la société Steve Madden, il va acheter avec ses sociétés écrans massivement les actions au prix de 5 $. Le marché qui va voir ces transactions va suivre la tendance et l'action va monter jusqu'à 18 $. Jordan Belfort va ordonner à tous ses traders de vendre ses actions et en 10 minutes, il se fait 20 millions
de dollars. Cette manœuvre, il va la répéter plusieurs fois avec Straton Oakmont. Il va introduire en bourse plus d'une trentaine de compagnies qui sont en réalité vouées à l'échec. Le but à chaque fois, c'était de faire monter artificiellement le prix et de revendre les actions au prix fort encore une fois. Mais le problème avec tout ça, c'est que derrière, il y avait beaucoup de victimes. Toutes les personnes qui achetaient les actions alors que le prix était au top, eh bien, il allait être difficile pour eux de revoir leur argent. C'est ainsi que Jordan Belfort a fait de nombreuses victimes. Mais je vous ai raconté qu'il essayait d'échapper au SEC, la police de la bourse. Eh bien, il va pas s'en sortir si facilement que ça. En 1992, deux agents du SEC vont investir les locaux de Straton Oakmont. Ils vont éplucher le moindre document qui pourrait prouver une fraude. Mais voilà le traitement que Jordan Belfort leur réserve. Ils sont isolés dans une petite salle où le chauffage n'est pas activé. Donc ils vont travailler dans des conditions assez pénibles. Et en plus de ça, la salle elle est remplie de micros, donc ils vont pouvoir les espionner. Et pendant plusieurs années, la SEC ne trouvera rien sur Straton Oakmont. Mais il y a un homme qui a juré qu'il y parviendrait. C'est un agent du FBI, Gregory Coleman. Un homme simple, honnête et qui déteste l'avidité d'argent. Soit tout le contraire de Jordan Belfort. Et il va alors commencer en collaboration avec la SEC une enquête qui va durer 6 ans. Et ça y est, en 1994, ils ont enfin trouvé des preuves. Jordan Belfort est contraint de quitter la tête de Straton Oakmont. Il doit aussi payer une amende de 2 millions de dollars, mais surtout, il doit renoncer à sa licence de trader. Il va quitter la tête de sa société, mais il va continuer d'y garder un rôle important. Il va continuer à motiver ses employés. Et pour pallier le fait qu'il ne puisse plus faire de trading, il va se verser un salaire d'1 million de dollars par mois. Pratiquement rien n'a changé pour lui. Il a toujours la belle vie. Cependant, il va commettre une erreur. Il veut organiser l'évasion fiscale d'une partie de ses revenus. Et pour ce faire, il se dirige vers la Suisse. Il va même employer une technique assez particulière. Il va recruter des passeurs qui vont se scotcher du liquide sur le corps, mais aussi qui vont faire passer de l'argent dans les valises. Et c'est l'agent du FBI et du SEC qui ont débusqué cette mascarade. Ils vont qui plus est, à l'aide du gouvernement suisse, prouver le blanchiment d'argent que faisait Jordan Belfort et ses associés. Et ça y est, c'est la fin pour Jordan Belfort. En 1988, il est arrêté et inculpé pour fraude et blanchiment d'argent. Il va plaider coupable pour tous les chefs d'inculpation à son encontre. Et là, il est parti pour prendre une lourde peine de prison. Mais la justice américaine, elle est assez clémente envers les personnes qui collaborent. Et Jordan Belfort balance tout. Il va communiquer la liste de ses complices. Il aurait pu prendre 27 ans de prison. Il s'en tire seulement avec 4 ans. Par contre, tous ses biens sont saisis. Ses propriétés, ses comptes bancaires, ses voitures, son hélicoptère, son yacht. Ah non, pas son yacht. Il l'a fait couler dans une tempête proche de l'Italie. Dommage. Mais bon, pour en revenir à tout ça, il est condamné à verser 110 millions de dollars à ses victimes. Et en 2002, il est incarcéré dans l'une des pires prisons fédérales de la Californie. On pourrait croire que ça y est, Jordan Belfort a 40 ans et son rêve américain est terminé. Mais devinez quoi ? En prison, il va faire une belle rencontre. Il s'agit de Tommy Chong, un humoriste américain célèbre à cette époque qui était en réalité son voisin de cellule. Et il va lui raconter toute son histoire. Son enfance modeste vécue dans de pauvres quartiers, son ascension dans ses plusieurs business, le culte qu'il a pour l'argent, sa prise de drogue et sa descente aux enfers. C'est alors que Tommy Chong va lui suggérer de mettre son histoire dans un bouquin. C'est ce qu'il va faire. Il va écrire son histoire dans un livre. Et en 2004, grâce à sa bonne conduite, il va sortir après seulement 22 mois de prison. Et à peine sorti, il va sortir son livre. Son titre, vous le connaissez sûrement, Le Loup de Wall Street. Et son livre va rapidement se placer en tête des best-sellers de l'année. Donc le gars sort de prison, il va sortir un livre qui va presque lui donner une bonne réputation. Il aura passé 22 mois derrière les barreaux, mais il en ressort plus fort que jamais. Parce que oui, c'est pas fini. Son livre parle d'argent, de drogue, de sexe,
de quoi attirer Hollywood. Son histoire est donc rachetée et c'est un très célèbre producteur américain, Martin Scorsese, qui va produire le film. Et à la tête de l'affiche pour jouer le rôle principal, rien de plus que Leonardo DiCaprio. En 2013, dans toutes les salles de cinéma du monde entier, sort le film Le Loup de Wall Street. C'est un succès. Le film explose les box-office. Il est nominé et gagne de nombreuses récompenses comme les Golden Globes, les Oscars et j'en passe. L'ancien escroc qu'est Jordan Belfort est devenu à travers Leonardo DiCaprio une icône. Et c'est toujours pas fini. Il est encore reparti de zéro et il va profiter du succès du film pour devenir conférencier et vendre sa fameuse méthode de vente. C'est son nouveau business qui lui sera très lucratif. Mais malheureusement, ce qu'on n'oublie pas, c'est que 1500 victimes attendent toujours leur argent. Aux dernières nouvelles que l'on a eues en 2017, il l'a remboursé sur les 110 millions de dollars seulement 12,8 millions. Il a sûrement ruiné des vies et il arrive toujours à s'en sortir. C'est triste. Rien ne pourra donc arrêter cet homme. Il est le roi de la vente, le loup de Wall Street. Voilà les BG, c'est la fin de cette histoire. Mais pars pas tout de suite, mets un petit like. Je sais que vous partez vite à chaque fois que je dis ça. Donc mets un petit like avant. Ouais, cette réaction que j'ai eue, je suis un fou. Non mais sérieusement, faites-le, mettez un petit like si vous avez apprécié l'histoire. Voilà, c'est fini. J'espère que je vous ai fait découvrir cette histoire, puisque même si on la connaît tous à travers le film, on sait pas forcément qu'en réalité, ça a vraiment eu lieu. Et malheureusement, même si Leonardo DiCaprio, il a réussi à rendre sympathique ce personnage, et derrière se cachent des milliers de victimes qui se sont fait arnaquer et qui attendent toujours leur argent pour la plupart. Donc c'est pas une histoire si cool que ça. Bref. J'espère en tout cas que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Moi, je vais vous laisser ici. Je vais vous dire à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et en attendant les BG, prenez soin de vous.